Alors, j'ai décidé donc de faire une petite vidéo sur l'art paléolithique parce que c'est un phénomène assez extraordinaire qui advient au moment où, donc il y a à peu près 52 000 ans, la vague Sapiens arrive en Europe et va remplacer les Néandertaliens. Euh, c'est un surgissement, comme je l'ai marqué, global sur toute l'Europe de l'art sous toutes ses formes. Alors, on va voir ça ensemble. D'abord, la peinture. Alors, ce que je voudrais faire comprendre, c'est dans le dans la progression des choses. Ce qu'il faut voir, c'est effectivement l'art proprement dit, mais ce que ça signifie pour ces hommes de cette époque. C'est-à-dire qu'ils projettent leur vision du monde sur des choses que l'on peut regarder, nous, et ressentir. Alors évidemment, on les ressent peut-être pas pareil qu'eux, parce que bon, c'est leur vision du monde, mais déjà, ça nous donne une idée de ce qu'ils pouvaient un petit peu peut-être ressentir. C'est donc assez émouvant, ce parcours, parce que c'est leurs impressions, si j'ose dire, qui sont projetées là, devant nos yeux. Alors, la peinture, donc, d'abord, le plus emblématique, hein, c'est les peintures de la grotte Chauvet. Alors, dans la suite, ce ne sont que des reproductions, parce que, bon, l'histoire des droits d'auteur. Et, là, vous voyez, j'ai essayé de reproduire, donc, les fauves de la grotte Chauvet au plus près. C'est assez difficile à faire. Hein. Bon, je suis dessinateur, mais bon, et en plus, je copie. Donc, c'est beaucoup moins difficile que eux, ce qu'ils ont fait. Mais vous voyez la finesse et la dynamique de ces traits. Hein. Alors on pense que c'était des personnes, entre guillemets, dédiées, qui s'occupaient de ce genre de travail et qui travaillaient sur la modélisation de l'environnement et aussi cette manière de représenter les animaux. Les animaux, d'ailleurs, dont on va voir que enfin, nous on va pas en voir beaucoup, mais si vous allez dans la copie de la grotte Chauvet, vous verrez il y a des exemples, des types d'animaux qui sont représentés et d'autres qui sont complètement oubliés. Par exemple, bon, ils se nourrissaient de tas d'animaux comme les rennes, les choses comme ça, qui ne sont pas représentés. Les boucs, les choses comme ça ne sont pas représentées. Ici, par exemple, vous avez des chevaux. Bon, et c'était dans leur environnement. Et ici, un petit rhinocéros aussi, vous voyez apparaître sur le côté. Bon, il y a plein d'animaux qui ne sont pas représentés. Alors on pense, hein, je suis un peu bavard, mais on pense que ça pouvait désigner euh, les, les, les emblèmes ou les totems, entre guillemets, des clans, des divers clans de ces groupes. Hein et donc une relation sociétale, si j'ose dire, avec cette décoration. Voilà, vous voyez la finesse quand même, la dynamique de ces traits, ça demande vraiment un travail très fort. Alors là, on passe en Espagne, à Altamira, où vous avez donc ces petits taureaux, vous allez en voir quelques-uns, qui étaient dessinés au plafond de la grotte, sur les bosses, hein, les auteurs se servaient des bosses de la grotte, enfin du plafond de la grotte, pour mettre en relief en plus leur représentation et leurs œuvres. Hein, vous voyez, il est très dynamique et il bouge bien. Là encore un autre. Alors les couleurs, hein, bon à peu près c'est de l'ocre, pour le noir soit du charbon de bois, soit de la magnésie, voilà. Bon, on voit. Alors celui-là très particulier, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai appelé le sanglier animé de la grotte d'Altamira. Alors pourquoi animé? Je ne sais pas si vous connaissez bien la peinture moderne. Euh, euh, Par exemple, l'œuvre de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp a fait ce qu'on appelle le nu descendant l'escalier, c'est-à-dire c'est une femme qui descend un escalier. Bon, alors il s'est inspiré de la superposition de photos d'une femme véritable qui descend
un escalier, et il en a fait, lui, une représentation à sa manière. Alors, évidemment, on voit les différentes phases de sa descente, c'est-à-dire on voit ses jambes se déplacer. Et bien là, vous avez la même idée. Vous avez, par exemple, ici la partie qui est en rouge, hein, c'est une des positions du sanglier, puis dans les petites pattes, vous voyez des petites pattes blanches qui montrent les décalages du sanglier qui court. D'accord? C'est quand même extraordinaire, 15 500 ans avant notre ère, avant toutes les boîtes magiques qu'on a inventées pour faire de la reproduction du mouvement réel, eh bien, voilà, on en a un devant nos yeux. Alors, il n'y a pas qu'à la grotte d'Altamira, hein, il y a d'autres grottes qui sont utilisées pour justement montrer ce genre de, de représentation graphique du mouvement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se servait aussi de l'espace. Alors ça, c'est très important parce que bon, on quitte le figuratif pour être dans des représentations de signes. On va l'appeler signe en croix, toujours à Altamira. Bon, il y en a ailleurs aussi. Vous allez retrouver ça juxte les représentations réalistes. C'est beaucoup plus petit que ça, hein, que les représentations des sangliers ou des lions. Les lions ont pratiquement leur taille habituelle, réelle, quoi. Les signes, c'est beaucoup plus petit, mais ça jouxte. Et il y en a de toute une série de formes. Il y a des mains positives, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils mettaient la main sur la roche et ils badigeonnaient de la peinture autour, alors ça c'est une main négative, on retirait la main, donc il restait la trace de la main, et la main positive, c'est on mettait la main dans la peinture et on la collait contre la roche. Voilà, il y a ça, il y a des traits, il y a des points, il y a tout. Et là, vous avez un signe complexe, c'est-à-dire deux rectangles qui se croisent, eux-mêmes constitués de petites échelles, enfin on peut appeler ça comme ça, et des petits points. Alors, tout ça, les archéologues ont passé du temps à reconstituer la construction des plus simples, c'est-à-dire les petites échelles, les points, les traits, à ces signes compliqués, et ils ont montré qu'il y avait des règles, une sorte de syntaxe dans la construction de ces objets. Alors, on a pensé, bien sûr, à une communication. On pense que c'est vraiment quelque chose qui communiquait. Communiquer quoi? Alors là, on ne sait pas. Certains ont émis l'hypothèse que, comme ils juxtaient certaines catégories de représentation réaliste, c'était le territoire, des clans, enfin, des tas d'idées de ce genre-là. Mais enfin, sachez que si vous voulez des détails, vous allez voir sur l'oracle de Delphes, Internet, et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus sérieusement et qui montrent que, effectivement, quand je l'ai lu, que évidemment, il y a une construction assez complexe. Alors maintenant, on va aborder la sculpture. Alors la sculpture, dans les objets, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors voilà, si j'ose dire, l'objet emblématique, c'est l'homme-lion de Holstein-Stadel, en Allemagne, 32 000 avant notre ère. Je répète un peu ce qui est en bas parce que faut s'en convaincre. Alors vous voyez la finesse de cette tête de lion qui a un corps d'homme. Alors ça s'appelle un théranthrope. C'est un gros mot, mais c'est ces hommes mi-hommes, c'est ces personnages mi-homme, mi-animal. Alors, qu'est-ce que ça pouvait représenter? C'est une petite statuette. Alors là, on a des hypothèses assez importantes là-dessus. Beaucoup de gens se sont penchés, des gens très sérieux. Certains pensent, étant donné que le lion des cavernes quand même était un animal qui fréquentaient les grottes en même temps que les hommes à cette époque-là, ce qui n'était pas toujours très confortable, mais vous savez, la proximité du terrifiant, c'est ce qu'on appelle une attraction, une répulsion, et ben ça génère parfois une espèce de mythe qu'on essaye de conjurer en faisant une combinaison
homme-lion pour montrer qu'on n'est pas si loin que de ça et essayer de conjurer les dangers que représente cette bête. Sorte de divinité, quoi. Et puis il y en a d'autres qui ont pensé aussi à des chamans. En effet, si on regarde à peu près l'ethnologie du début du XXe jusqu'à maintenant, les peuples africains, asiatiques, amérindiens ont des chamans dans leur culture, et très souvent, lorsqu'ils sont, si j'ose dire, en train de faire des rites, ils ont la tête couverte ou le dos couvert d'une peau d'animal, que ce soit un lion, un cerf, autre chose. Bref, on a cette idée de transformation du chaman en quelque chose qui est proche de l'animal, de telle manière à ce qu'il puisse y avoir un contact entre le chaman et les esprits, ou même les esprits des maîtres des animaux, de telle manière à soit rendre la chasse favorable, soit faire pleuvoir, enfin bref, soit guérir aussi. Et donc, voilà, on a pensé aussi à une représentation du chaman. Enfin, toujours est-il que cette petite statuette qui est bien droite là devant vous, elle est très belle. Bon, c'est une reconstitution, hein. Bon, moi c'est une vision 3D, mais ce que vous verrez sur les images réelles, c'est une reconstitution parce qu'elle était un petit peu abîmée, hein. Elle est fantastique. Moi, je la trouve très belle, et elle est très symbolique de cette époque où débute l'art chez les sapiens. Voilà, vous voyez, elle est bien droite. Alors, on pense qu'elle était, vu sa taille, hein, elle fait une trentaine de centimètres. Elle était plantée éventuellement dans le sol, à côté des gens qui l'avaient construit. Hein, c'est de l'ivoire, c'est très fin, vous verrez, c'est très joli. Et en plus, si vous voulez, c'est pas facile à faire, hein, techniquement. Vous voyez les petits bras dans de l'ivoire comme ça, c'est assez fin, c'est assez fantastique. Ça devait être assez impressionnant. Alors là, on change un petit peu, on vient chez les dames, et on a la Vénus de l'Esput en France, à 25 000 ans. Alors Vénus, pourquoi Vénus? Vous pouvez l'imaginer très bien. Vu les rondeurs de la dame en question, vous voyez qu'elle a une paire de seins très très importante, et regardez, si je continue la petite animation, vous allez voir que les fesses ne sont pas en reste, hein. C'est vraiment quelqu'un de très voluptueux et de très joli. Alors il y a toujours aussi, regardez, la pointe ici, on peut penser, bon, 15 cm c'est pas très grand, mais on peut penser qu'on l'a plantée dans le sol. Alors, ces critères de représentation des Vénus, on va les retrouver, c'est pour ça qu'on les a appelés des Vénus, chez celle de Hohlfels en Allemagne. Vous voyez, il y a toujours cette paire de seins, c'est fantastique. Là, il y a un gros ventre en plus dont on va parler, des cuisses assez importantes, une tête qui n'existe pas, mais bon, on a vu la taille de la statue, vous allez voir, elle fait quelques centimètres. On pensait que c'était un pendentif, et là, les archéologues ont pensé à un anneau pour l'avoir en pendentif, hein. Alors, elle a les mains sur le ventre. Si on la fait tourner un petit peu, vous allez voir que elle est toujours très 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 ronde. Elle a les petits plis de quelqu'un qui se porte bien, si j'ose dire, et des cuisses qui sont présentes. Par contre, elle n'a pas de fesses, hein. Alors, je voudrais vous faire remarquer quand même une petite chose, c'est cette rondeur du ventre. Cette rondeur du ventre, elle est assez... elle peut prêter un peu à réflexion, dans le sens où... j'étais un peu vite. Elle montre, vous voyez, que ça pourrait donner une idée d'une femme enceinte. Et donc on aurait une représentation d'une part de la fertilité, mais aussi de la reproduction du groupe. Hein, n'oubliez pas que pour ces clans qui sont quand même dans un univers assez hostile, qui sont pas très nombreux, la reproduction du groupe c'est très important. Hein. Donc
Et en plus, ça devait être magique pour eux de voir ces enfants naître du corps de la femme, du sang de la femme, euh, avec ce petit bébé qui crie dans les premiers moments. Enfin, tout ça devait être complètement une sorte de rituel magique. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Même s'ils voyaient les animaux en faire de même. Mais pour eux, c'était quand même la survie de leur groupe. Voilà. Donc on peut penser que cette statuette était une sorte de représentation de la, de la femme en tant que fertile et ainsi de suite. Alors là, troisième Vénus de Willendorf, en Autriche cette fois, toujours dans la même époque. Alors vous avez toujours les mêmes symboles, hein, si vous regardez bien. Vous avez d'abord bon, les seins proéminents, les fesses non moins proéminentes, et toujours le petit ventre rond, donc qui fait penser à cet aspect enceinte, enfant, et ainsi de suite. Et vous avez quelque chose de nouveau si vous regardez la tête. Vous voyez qu'il y a une sorte de des petites rainures, une grille qui la recouvre. Alors on a pensé, vous voyez, si je continue, vous voyez, on a pensé à une coiffe. En effet, si on observe toujours l'ethnologie du 19e siècle et du 20e siècle dont on a les écrits, on s'aperçoit que autant en Afrique, en Asie, en Amérique, on a des femmes qui portent des coiffes avec des perles, avec des choses comme ça. Et donc on peut penser ici que déjà, ils avaient choisi pour les femmes, enfin les femmes avaient choisi de porter des perles. D'accord ? Et on va le retrouver, ce petit symbole, dans une autre, vous voyez, taille 11 cm, et cette fois en calcaire, et pas en ivoire. Hein. Mais elle est toujours la même position. Et voilà. Voilà la dame de bras en puits. Cette fois, on a un portrait. Hein. On a un portrait et on a un visage qui étonnamment nous regarde. Hein. On voit, si je fais un petit arrêt là, on voit les yeux, le nez, une bonne esquisse de la bouche, un visage quoi, qui s'adresse à nous. Et un visage assez jaune. Et quand on continue à tourner, vous voyez, la fameuse coiffure, hein, en gris, on peut appeler ça, et donc qui pouvait symboliser des coquillages. Hein, tout ça on y voit, et c'est assez petit, bien sûr. Donc on peut supposer que les femmes avaient, enfin, dans certaines circonstances, portaient ce genre de coiffe. Hein. C'est assez magnifique. Bon, la couleur, hein, comme vous regarderez, ça se discute. Là, on change de registre, des animaux, des petits objets. Hein. Bon, là, ça donne une impression que c'est assez gros, non, mais c'est assez petit, vous verrez les dimensions tout à l'heure. C'est le mammouth de la grotte de Vogelhern en Allemagne. C'est la même époque. Et alors là, vous voyez la finesse, hein, c'est pas évident de tailler ça dans un petit bloc de roche. Hein. Vous voyez, il y a bien cette petite bosse du front, la trompe, les pattes en avant, les pattes en arrière ici, la bosse, le profil qui est représenté très souvent dans les grottes, hein, le profil de cette double bosse et puis l'arrière qui tombe un peu, ça c'est typiquement le mammouth. Hein. L'auteur a su donner les éléments qui permettaient de tout de suite de projeter sur nous l'idée du mammouth. C'est assez fantastique, surtout dans de la roche qui n'est pas toujours très facile à travailler. Et puis, sur une petite taille comme ça, hein, si vous regardez, c'est pas très grand. Voilà. Alors, il y a aussi des sculptures sur les outils et des armes de chasse. Alors, on va voir un exemple, hein, si je fais jouer l'animation. Voilà, vous avez ce qu'on appelle les boutins affrontés dans l'Aisne, en France. Je crois que c'est en Dordogne. Ici, vous avez donc un petit animal, un bouquetin, qui tient dans ses bras un deuxième animal, un petit bouquetin. Et tous les deux chevauchent quelque chose qui va être la partie utile, si j'ose dire, de cet outil, c'est un crochet
Et ce crochet, c'est ce qu'on appelle un crochet de propulseur de Saguet. Alors un propulseur de Saguet, vous pouvez en voir l'utilisation chez les aborigènes d'Australie. Bon, c'était beaucoup plus long. Hein. Ici, bon, il reste que simplement la partie crochet. Hein. Ça fait à peu près, bon, ça devait être relié à un manche par un moyen ou un autre, ou c'était taillé dans le bois de renne. Hein. Ça fait 30-40 cm. Et alors, on l'utilise de la manière suivante. Le servant tient le côté opposé à ce crochet. On place la Saguet côté ici, on vient mettre l'arrière de la Saguet ici, on l'accroche ici au petit crochet. La Saguet suit le propulseur jusqu'à la main du servant, qui, avec le basculement de l'avant-bras, va lâcher la Saguet au moment extrême et se servir du bout de bois, enfin du propulseur, pour redonner encore une action, une impulsion circulaire qui va favoriser la vitesse de départ et la distance plus grande de la projection de la Saguet. Alors, c'est donc un aspect novateur de l'utilisation de cet outil. Les aborigènes d'Australie utilisent toujours cette Saguet en disant tout simplement que même s'ils ils savent fabriquer des arcs, hein, ils ont été en contact avec d'autres populations qui fabriquent des arcs, mais ils disent que c'est pour eux beaucoup plus pratique de suivre, se cacher pour approcher des animaux. Voilà. Bon, voilà, je voulais vous dire ça au passage. Hein. Donc, propulseur de Saguet et décoration. C'est pas évident dans du bois de renne. Hein. Faut choisir le bon endroit, faut gratter les bons endroits. Et puis alors, c'est très fin. Vous voyez, il y a des petites rainures sur le côté là. C'est très joli. Hein. C'est très 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 bien fait. Voilà. On va continuer notre petite animation. Alors il y en a plusieurs, hein, des propulseurs comme ça décorés, il y a des chevreuils. Alors maintenant on va attaquer un truc assez exceptionnel, le modelage, parce que il modelait aussi avec, ici vous avez un bison dans la grotte, enfin des bisons d'ailleurs, dans le tuc d'Audoubert en France, et comme ça, bon, c'est une représentation 3D, hein, c'est pas aussi beau que la réalité. Mais ce qui est quand même extraordinaire à savoir, c'est que c'est à l'intérieur de la grotte, contre une paroi rocheuse. Dans cette grotte, il y avait de l'argile. Ils ont pris l'argile et ils ont décidé de faire ces petites statuettes de bisons. Alors c'est très intéressant parce qu'on retrouve leurs traces de main dessus, hein, y compris presque les empreintes digitales, ce qui nous donne une sorte de proximité par rapport à ces hommes qui ont construit ça. Et puis c'est quand même assez gros, hein. Ça nécessitait beaucoup d'imagination et beaucoup de vision dans l'espace pour reproduire ces bisons qui sont des femelles, d'après ce que disent certains éthologues. Vous voyez, c'est quand même assez gros, hein, 60 cm de long par 30 cm de haut, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Dans cette grotte, donc il y en a quelques-uns, et bon, les craquelures, hein, c'est la vieille. La gravure dans la roche, on va commencer ici par un dessin qui représente une plaquette de pierre, qui est ce qu'on appelle l'oro crayonnant du Finistère, donc pas très loin d'où je suis, au Morbihan, en Bretagne, et en France vers moins 14 000. Alors c'est assez exceptionnel en Bretagne parce qu'on n'a pas beaucoup de choses du Paléolithique, mais là quand même, c'est une œuvre d'art qui est assez intéressante. Alors, ce qui est remarquable, c'est déjà cette tête de roc qui est très fine, en plus qui se sert un peu du relief de la pierre, hein. Vous voyez ici, se sert de ça pour souligner le museau.
et l'œil. Et puis deuxième chose, ce qui est assez rare, c'est ces rayons lumineux qui sortent de la tête. Alors là, les archéologues ont bien observé la chose. Il semblerait que l'auteur ait fait d'abord la tête, et puis, peut-être lui, mais peut-être aussi un autre, les rayons ont été dessinés bien après. Alors comment on sait ça? Quand les archéologues observent ici bien ce qui se trouve à l'intersection, eh bien on voit que ce sont les rayons qui pénètrent à l'intérieur, disons, de la gravure de la corne, donc ils ont forcément été tracés après. Hein. Mais c'est assez rare d'avoir, bon, les têtes de roc on en a, hein, mais ces têtes de roc avec des rayons, c'est assez exceptionnel. Et en plus, bon, c'est pas facile à graver aussi. Hein. C'est de la roche, c'est de la roche dure, la roche de la Bretagne. C'est pas, hein, c'est du schiste. C'est pas très 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 facile à travailler. Hein. Il faut de la patience et puis il faut repasser à plusieurs endroits. Alors deuxième gravure sur plaque, si j'ose dire, sur plaquette, un bouquetin. Roc de Serre, on change d'espace, France. Je crois qu'ici c'est dans le sud. Voilà. Alors là, on a affaire encore à quelqu'un qui s'est servi du relief de la roche, mais qui l'a bien approfondi pour donner ses. Hein, regardez bien ce bouquetin, hein, vous voyez bien le port altière de la tête, les pattes qui montrent le mouvement. Enfin, c'est extraordinaire. Alors certains y voient un deuxième, là, moi je vois pas trop, mais bon, bref. Mais je trouve que c'est une très belle, très 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 belle sculpture. Hein. C'est vraiment très, c'est très dynamique, hein, c'est très étonnant. Hein. Là, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Surtout, encore une fois, hein, à creuser dans une roche qui est pas des plus faciles à gérer. Alors, ce qui va être étonnant ici, c'est de voir l'abstraction apparaître, c'est-à-dire le réalisme qu'on avait jusqu'à maintenant, eh bien, laisse la place à la forme. Hein, la forme, les formes. Et là, à votre avis, si je vous disais, ça représente quoi? J'ai fait l'expérience chez certains de ma famille, de mes amis, certains m'ont dit un serpent, et ainsi de suite. Eh bien non, vous allez le voir tout de suite, hein, en faisant marcher la petite animation, c'est une Vénus. La Vénus de Neuchâtel-Montrousse, Montrousse, je sais pas. Voilà, en Suisse. Eh bien, là, la forme s'idéalise complètement. Hein. Alors, moi, je pense, hein, mais bon, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas dans la tête de l'artiste. Je pense que ici, vous avez les fesses, les jambes et le corps. Hein. C'est mon hypothèse à moi. Alors, bon, vous allez me dire, ah oui, mais votre représentation, c'est une représentation 3D. Écoutez, vous irez voir sur Internet, vous prenez le nom, et vous irez voir, et vous verrez que elle est très belle, et elle est encore mieux que ce que j'ai fait avec cette simulation 3D. Hein. Et c'est une petite, petite statuette, hein, c'est pas très 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 grand, vous allez voir les dimensions, mais arriver à tailler ça dans du jet, pour une taille de 1,5 cm, 1,5 cm c'est tout petit, hein, et pour faire un pendentif, c'est étonnant, hein, ça demande beaucoup de technique et beaucoup de patience sûrement. Alors là, on a la Vénus de Tursac. Là, l'auteur a toujours une certaine abstraction. On voit que les seins ont disparu, il reste un peu la forme des membres, la tête est devenue un peu abstraite, les jambes aussi, les fesses plus ou moins. Par contre, il a utilisé une pierre qui est très belle, et qui permet de donner une espèce translucide de fantasmagorique, si j'ose dire, à la petite statuette. Hein. C'est ce qu'on appelle, si mes souvenirs sont exacts, on va voir le titre, de la calcite transparente. Hein. Mais c'est très 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 joli.
et c'est très fin, et c'est pas facile du tout à travailler. Hein. Vous voyez, taille 8 cm, calcine brune ambrée, translucide. C'est assez exceptionnel comme petite statuette. Là, on tombe dans l'abstraction sur la gravure. Alors là, vous pouvez voir des traits. Et là, on voit les petits cheveux qui ont été faits, à l'arrière aussi, la tête, le dos, les fesses. De l'autre côté, un petit bras, les seins, le petit ventre, le creux du ventre et les cuisses. Vous voyez, quelques traits repassés, et sur la roche apparaît quelque chose que l'on interprète immédiatement, nous, comme un profil de femme, ici une Vénus à Cussac, en France. C'est donc là l'abstraction, on arrive, hein, les gens comme Picasso, les choses comme ça. C'est voilà. En voilà une autre, hein, la gravure de la Vénus de Gunnersdorf, j'ai beaucoup de mal, en Allemagne. Alors 24 000, j'ai un petit doute sur la date exacte, mais enfin en gros c'est dans ces eaux-là. C'est le Gravettien. Le Gravettien, c'est dans ces eaux-là. C'est une époque c'est de moins 30 000 à moins 24 000, hein, le Gravettien. Donc je l'ai mis sur la borne supérieure. Et c'est une époque du Paléolithique supérieur. Hein. Donc vous voyez, trait, gravure, hop, un sein, petit ventre, les cuisses, et de l'autre côté, juste les cuisses et le fessier. Hein. C'est très allusif et ça suffit. On a tout de suite l'idée de quoi on parle. C'est très, j'ose dire, c'est très moderne. Et là, alors là, moi, ça me laisse pantois de modernisme. Voilà, une sculpture, j'ai été encore un peu vite. Là, voilà, la sculpture de Gunndorf. Il y en a plein, hein, il y en a plein de petites statuettes comme ça, elles sont assez petites, quelques centimètres. Et vous voyez, alors là c'est complètement stylisé, un corps pratiquement filiforme, des petits seins et des fesses qui sont tout simplement un aileron à l'arrière. C'est complètement moderne. Voilà. Alors, il y a aussi les parures. Alors les parures, on les a retrouvées surtout dans les sépultures. Hein, dans les sépultures. Ce qui est intéressant dans ces parures, on va le voir dans l'animation, c'est que ça a été la marque des sapiens par rapport aux Néandertaliens, même si on montre qu'il y a eu diffusion des sapiens, de cette manière de faire des sapiens vers les Néandertaliens. Alors, comme je l'ai dit, c'était pas une manière de copier, mais c'est plutôt peut-être des échanges qui ont valorisé ces fameux colliers en dents et en perles d'ivoire, et qui ont un peu poussé les Néandertaliens à faire le même. Alors bon, ici c'est une représentation. Hein. Vous voyez, on va voir en détail un petit peu les différents éléments qui étaient dans ces colliers. Alors ici j'ai voulu représenter tout ça c'est de la 3D hein, bien sûr, mais ici des dents d'herbivores hein, comme les aurochs, donc qui étaient percées en haut. Ici des dents de renard par exemple, hein, qui étaient percées aussi, des petites perles d'ivoire hein, qui sont des morceaux d'ivoire qui ont été percés. Tout ça c'est fait avec des instruments en silex. Hein. Vous voyez que c'est fin quand même pour arriver à percer comme ça les petites dents. Il y avait peut-être aussi des dents de loup. Des coquillages que je n'ai pas mis dans le collier, mais on perçait aussi des coquillages. On voyait un exemple. Et puis ici une dent d'ours, enfin ce qui simule une dent d'ours, et toujours un percé ici. Hein. Donc ça demande beaucoup de patience, beaucoup de technique, et puis des outils très fins quand même pour arriver à ça. Hein. Donc des bijoux, déjà, à cette époque-là. C'est assez intéressant, quoi. C'est assez curieux. Et alors, et même de la musique. Alors la musique, c'est assez étonnant. On a retrouvé dans les grottes
des, des différents types d'instruments. Alors d'abord, on va les voir ici, on en a 4 ici pour l'instant. L'oracloir. Alors l'oracloir, c'est un os, hein, en gros, hein. On verra le détail après. Vous voyez que c'est un os assez plat, donc je ne suis pas spécialiste, mais je pense à une côte d'animal, sur lequel on a fait les petites encoches, comme ça. Voilà, hein, vous voyez, avec un outil en silex, on a raclé, on a fait les petites encoches. Et on le saisissait, et de l'autre main, on prenait soit un bout de bois, soit un autre os, et on raclait dessus. Et ça produisait ce son-là. C'est assez incroyable. Hein, ça peut faire un rythme. Hein, on l'utilise d'ailleurs encore maintenant dans certaines sociétés. Voilà. Donc l'oracloir, le premier à être visité ici, petit instrument. Le deuxième, donc os taillé du Malazil en France. Le deuxième, la rhombe. Alors la rhombe, c'est assez étonnant. C'est un instrument qui est encore utilisé ici par les aborigènes d'Australie. Hein. Alors, je vous donne un petit peu comment on l'a fait. C'est un os plat avec un trou ici. Alors, on attachait ici un fil, une lanière de cuir d'une 30-40 cm, et puis le servant tenait de l'autre côté. Et on la faisait tourner un peu comme une fronde, avec des vitesses variables. Et les aborigènes d'Australie utilisent encore ça pour faire, au moment des initiations en particulier, ou pour s'appeler les uns aux autres, mais pour les initiations, ils font croire en quelque sorte aux jeunes que c'est la voix des ancêtres qui parle. Hein, c'est un vrombissement, comme vous allez pouvoir l'entendre. Vous voyez, espèce de vrombissement, assez impressionnant. Et selon la vitesse, ça change. Alors c'est de l'os taillé, hein, qui a été retrouvé ici à la linde. C'est pris dans un os plat, et on le polit bien, on fait cette forme ovale. L'instrument suivant, c'est le sifflet. Le sifflet. Alors le sifflet, c'est un peu connu. C'est nous, quand on était petits, on en faisait des comme ça. Mais là, c'est une phalange, hein, vous allez voir, ça fait un bruit assez curieux. Alors ça pouvait être utilisé soit pour accompagner de la musique, soit éventuellement, je veux dire, s'appeler quand on est hors de vue. Hein. Bon, tout ça, c'est des hypothèses que je vous donne, c'est pas la réalité. Voilà à peu près ce que ça donnait comme son. Alors pour continuer la visite, l'avant-dernier, parce qu'il y en a d'autres encore, donc là c'est une phalange percée, comme je vous l'ai dit, de Rennes. Voilà, la flûte. Alors la flûte, c'est magnifique, hein, c'est un... Alors ici c'est un os de vautour, si mes souvenirs sont exacts, qui a été perforé, et ça donne un son, à moi, que je trouve sublime. Enfin le dernier, le lithophone. Alors le lithophone, c'est assez extraordinaire, c'est des morceaux de roche spécifiques, hein. Par exemple, ça pouvait être des grands éclats de silex, sur lesquels on tape avec un petit bout de bois ou un petit marteau, quoi, et qui sont placés sur des morceaux de bois, des brindilles de bois, de telle manière à résonner. Et vous avez des sons cristallins qui en sortent. Écoutez ça.
C'est assez étonnant. Alors, ce que l'on peut dire maintenant de ces lithophones, c'est que peut-être ils ont été initialisés dans les cavernes parce que certains musicologues, archéologues ont montré que avec un petit marteau, quand on tape sur les stalactites et les stalagmites, on obtient des sons parfois d'une clarté extraordinaire. Et donc peut-être qu'ils ont vu ça, et ils ont essayé, ils ont produit. Donc on peut après laisser imaginer, hein, avec tous ces instruments dont ils disposaient, qu'ils faisaient de la musique, des chants peut-être, de la danse, et que tout ça donnait une manière de se déplacer dans le monde, de faire des rituels, de faire des fêtes, de faire tout un tas d'actions qui, qui étaient par exemple des manières de prier les divinités. On appelle ça des propriétions. Voilà. C'est assez extraordinaire à penser qu'ils avaient déjà la musique. On a pratiquement tout en main pour devenir ce que l'on est aujourd'hui. Alors pour plagier en quelque sorte Magritte, on va dire tout de suite que ceci n'est pas un tas de pierres. Non, c'est une sépulture. Alors on pourrait s'étonner de voir apparaître les sépultures dans l'art. Je crois que pourtant, ce à quoi j'ai fait allusion dans tout le parcours sur les représentations précédentes, c'est la vie de la société, hein. Vous voyez, avec les petites statuettes de Vénus, c'est la naissance, c'est la vie du groupe, c'est la fertilité, et puis bien sûr, il y a le mythe, hein, au travers des dessins, des représentations, le mythe de vie de la société, le mythe de la naissance, de la vie et de la mort. D'accord. Et la mort est partie intégrante de la société et du groupe et bien sûr de l'art. Hein, très souvent, on retrouvait ces sépultures au fond d'une grotte, sous une paroi qui avait été décorée en association avec la sépulture. Donc, il n'y a pas de surprise à parler des sépultures, hein, dans dans le, dans le monde de l'art, hein. Vous voyez, on va voir ce qu'il y a en dessous. Je vais dire quelques mots sur les sépultures. On va dire que quelques mots. C'est un sujet tellement vaste, tellement difficile que on va simplement ébaucher les choses, mais savoir que ça existait et comment c'était un petit peu fait. Alors, bon, j'ai fait une sorte de simulation archétypale, on peut dire, c'est-à-dire pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait trouver comme type de sépulture de cette époque. Alors, ici, c'est d'abord une sépulture donc en fosse, et deuxièmement, avec un seul, disons, défunt, hein, qui a une position spécifique sur le dos, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors donc, premièrement, pas forcément une fosse. Deuxièmement, la position n'est pas forcément sur le dos. Et enfin, troisièmement, ce que vous voyez autour, ce sont tous des dépôts qui avaient été faits donc par les vivants pour montrer une sorte d'hommage à la personne qui était morte. Eh bien, ces dépôts, c'est ce qu'on appelle, les archéologues appellent le matériel archéologique. Eh bien, là, il est excessivement riche, hein. C'est inspiré d'une tombe qui est celle de Sungir. Enfin, ils étaient plusieurs, c'était 2 enfants qui avaient été enterrés et donc dont on pouvait voir qu'ils avaient eu des dépôts avec beaucoup de matériel. Ici, vous voyez certains éléments, des colliers, des lances en ivoire,
du matériel un petit peu spécifique dont on en reparlera tout à l'heure. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Hein. On trouve parfois des tombes qui ne sont pas. Donc, trois éléments, déjà trois paramètres, hein, la fosse, la position et le matériel, qui sont pas toujours constants. Mais sachez que ça existe. Hein. Par exemple, lorsqu'on prend toutes les tombes, en particulier qu'il y a à l'époque du Gravettien, j'avais précisé hein, ce que c'était que le Gravettien, vous trouverez en Italie nombre d'exemples avec ces trois paramètres qui varient. Donc là, ici, j'ai donc fait une espèce d'archétype pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait trouver. Alors, je vais faire jouer un petit peu la vidéo avec des arrêts. Voilà. Par exemple, ici, vous pouvez voir que sur la tête, il y a un espèce de dépôt qui est fait. Ce sont en général des petits coquillages ou des petites perles d'ivoire qui ont été mis sur enfilés, troués et ainsi de suite pour faire une espèce de coiffe. Hein. Il y en a aussi sur les côtés. Alors ça, on peut supposer que c'était à l'origine un habit. Et puis vous avez ces espèces. Alors là, vous avez un collier, hein, une imitation de collier. Et puis ici, vous avez une espèce de roue. Alors, décoration, qu'est-ce que ça pouvait être? Vous savez, un peu des pendeloques, des choses comme ça. Hein. Donc on va continuer un petit peu à se déplacer. Vous voyez qu'il y en a aussi sur les mains, sur le peut-être autour de la taille, et ainsi de suite. Tout ça c'est tombé, hein, il y en a d'autres ici à gauche, à droite. Vous voyez les lances ici. Alors c'est de l'ivoire redressé, hein, c'est de l'ivoire taillé et redressé. Ici vous avez ce qu'on appelle un bâton percé. Alors un bâton percé c'est assez curieux. Il y a plusieurs hypothèses. Vous retrouvez encore ici une petite roue. Il y a plusieurs hypothèses. Moi, celle que j'ai souvent lue, c'est que ça servait à redresser justement, à chaud, il redressait les flèches, les choses comme peut-être les lances aussi. Alors vous voyez ici toujours hein, des décorations, sûrement qui étaient dues aux vêtements qu'il portait, et le vêtement a disparu. Et enfin, un dernier point, ce que vous voyez de rouge autour, c'est pas un hasard, c'est de l'ocre rouge qui a été déposé sur le défunt. Voilà, un peu partout, il y en a certains qui ont tourné au marron, et ainsi de suite. Voilà les éléments qui peuvent être vus à l'intérieur d'une tombe. Alors bien sûr, hein, ne croyez pas que toutes les tombes étaient comme ça. En plus, le nombre de tombes est très loin de l'estimation qu'on a des gens qui vivaient à cette époque-là. Elles sont situées souvent dans des cavernes ou dans des abris sous roches, hein, en certaines positions. Mais elles sont très loin du nombre des habitants de cette époque. Donc on peut penser qu'elles étaient réservées à certains types de personnes, d'autant que pour beaucoup, en particulier en Italie, donc aux Gravettiens, donc vers en gros entre 20 000 et 12 000, vous avez des sépultures où les personnages sont des personnages qui ont, disons, des malformations ou des maladies osseuses qui se voient. Hein. Alors, bon, certains ont pensé que hein, dans les tribus, généralement, dans les groupes, dans les clans, les personnes qui ont une légère déformité ou qui sont un petit peu différents, eh bien, ils ont des rôles tels que l'homme médecine, le chaman, enfin des gens un peu particuliers. Donc on peut penser que les gens qui ont été enterrés avec beaucoup de matériel comme ça, c'était des gens particuliers. Alors de là à dire qu'il y avait une hiérarchie, peut-être, on peut en parler. Enfin, ça n'explique pas aussi qu'on ait retrouvé des tombes d'enfants. Hein, parce qu'à Sungir, par exemple, qui se trouve donc en Russie, on a retrouvé cette tombe, une tombe qui est à peu près de ce style-là, avec la même richesse. Hein. Il y avait deux personnages côte à côte qui étaient installés et donc des non-adultes, si j'ose dire. Et il y a eu quelques enfants aussi. Donc ça n'expliquerait pas
il y a des choses qu'on a du mal à expliquer. Voilà. Donc, voyez, les sépultures, donc au Gravettien, ça existe, hein, au Paléolithique supérieur, et très souvent, quand on retrouve de l'ocre rouge, les positions, donc je vous ai dit, hein, selon les cas, et puis le matériel, plus ou moins riche. Mais c'est à partir de ça qu'on a quelques idées de ce qu'ils ont. On retrouve aussi parfois des silex taillés, des outils, quoi.